Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici à la recherche d'une structure que l'on voit dans le générique de Microsoft Flight Simulator 2020 et bien sûr c'est une structure mondialement connue et on va essayer de partir à la recherche de cette structure à l'endroit où ça existe dans l'État d'Arizona aux États-Unis. Bon, d'après mes petites recherches ici, j'ai trouvé elle doit être très proche de Flagstaff et j'ai pu définir exactement la structure. Elle est quelque part ici. Donc, je vais partir à la recherche et pour faire un petit peu une visite à cette structure. On va partir d'un aéroport ici de Flagstaff. Ça, c'est l'aéroport KFLG. Donc KFLG. Donc, on va essayer de faire un départ ici aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, sur l'aéroport de KFLG. Il est là. Voilà, il nous donne la piste 21, donc on va partir tout de suite. On va choisir un Cessna 152. Voilà, nous sommes ici sur l'aéroport, enfin la piste 21 de cet aéroport KFLG de Flagstaff, la petite ville en Arizona. Et j'ai pris l'avion, enfin ici, petite Cessna 152 qui pourrait très bien faire l'affaire. Donc on va revenir un petit peu à notre trajet. Je ne vais pas vous retenir bien sûr pendant toute la route. Je vais faire le départ et je vais suivre à peu près 91 magnétique. Voilà, voilà, c'est l'Est tout simplement. Et on va partir. Donc on relève ici, enfin on débranche les flaps sont à 10. On va débrancher bien sûr désengager le frein de parking et on va partir vers l'Est. On a pris un avion déjà en marche, donc c'est pas la peine de... Ici, vous remarquez qu'on est déjà à 7000 pieds, donc il faut bien savoir qu'on est à 7000 pieds. Je vais vous faire remarquer que ce sont des terres très élevées ici. 7000 déjà, c'est la piste. Vous voyez? Voilà, on va faire le tour ici pour aller vers l'est. On a bien dit 80, donc je relève les flaps. Donc à peu près à 7000 pieds, c'est déjà la Terre, c'est-à-dire la surface moyenne de la Terre ici, c'est déjà 7000 pieds. Autrement dit, c'est quelques 1200... Enfin, 2000 et quelques, oui. Ah non, on a raté, quand même, on est plus loin. Donc là, on va se diriger quand même vers l'est. Je vous rappelle que, bon, je vais vous laisser quand même le lien vers Little Navmap. C'est un petit programme qui peut vous servir largement pour organiser des vols comme ça, pour chercher des points
assez que vous pouvez pas trouver sur les cartes de Flight Simulator, bien sûr. Donc là, ça nous facilite beaucoup la tâche lorsque on peut se diriger quand même. Regardez, moi, ce que j'ai fait ici, c'est très simple. Bon, ce qui est difficile ici, bien sûr, pour le Cessna 152, c'est de se mettre sur une direction, sur un cap bien défini et d'avoir une altitude précise. Là, vous êtes obligé de toujours de suivre un petit peu l'appareil à chaque instant, de le diriger à chaque instant, bien sûr. Donc là, vous voyez un petit peu la difficulté. Si vous le comparez à d'autres, par exemple le DAIR 930 qu'on a l'habitude d'utiliser sur certaines de mes vidéos ici, c'est beaucoup plus simple parce que vous fixez le cap, vous fixez l'altitude sur le pilote automatique et puis ça marche tout seul. Ici, par contre, vous devez suivre tout le temps un petit peu votre cap manuellement, soi-disant. Voilà, c'est pas du tout très... Bon, on va voir un petit peu le paysage des États-Unis. Bon, on va fixer quand même grossièrement pour lorsque vous avez un vol comme ça, donc de préférence. Oui, ok. Thank you. Lorsque vous avez un voyage comme ça, donc de préférence, il vaut mieux fixer un point dans l'horizon ici et de suivre. Si je fixe par exemple ici, bon, je dois suivre ce point tout le temps. Voilà, c'est pas la peine de vraiment de rester sur des petites choses très proches. Donc il vaut mieux être, si vous voulez, faut vous référer à un point très loin sur l'horizon, comme ça vous ne le ratez pas. Voilà, donc ça devient plus, je pense, plus, nous sommes à, voilà, à peu près 8800, presque 9000, c'est bien. Bon, on a l'impression que voilà, regardez, là, il y a quand même de la forêt, mais là où on va, c'est vraiment dénudé, c'est vraiment le désert, donc vous remarquez que l'on va vers vraiment le désert. Ça a une très grande importance, bien sûr, le désert ou l'installation du désert à ce niveau, parce que c'est ce désert qui va sauver plus ou moins cette structure que l'on va voir. C'est parce qu'il y a un désert que ça a été sauvé, sinon ça aurait pu disparaître depuis longtemps d'après les études. Remarquez qu'on peut utiliser bien sûr les radios de navigation de, par exemple ici, 11260. 11260. 11260. Voilà, 11260 et je dois me diriger tout vers ici à peu près 60
75. À peu près 75. Donc je me dirige vers 75. Tout simplement. Donc je me dirige vers 75, c'est à peu près ça. On est 70, donc à peu près 75. C'est à peu près ça. Regardez, 75, tout petit peu à droite. Et bon, je dois tourner à droite. Pour rejoindre ma trajet là. Regardons un petit peu. Normalement, ça doit être 75. Donc, je dois suivre la valise ici. Elle est décalée un petit peu vers la droite, donc je dois la suivre. Voilà. Et attendre qu'elle revienne un petit peu vers le centre. Donc, c'est pas la peine d'utiliser celle-là. On va utiliser uniquement cette radio-là. Donc on oublie celle-là en bas, par exemple. Mais je dis que quand même pour Little Navmap, c'est quand même une très grande, si vous voulez, importance quand même pour ce programme. Moi, je trouve qu'il est très important quand même de l'avoir en compagnie toujours. Ça vous aide certainement à vous retrouver, trouver des points comme ça qui sont difficiles à trouver sur les cartes. Là, c'est une carte assez complète. Les données sont mises à jour vraiment sérieusement. Donc, vous allez voir qu'on va vérifier ça sur place. Il y a pratiquement toutes les données sur la carte. Donc c'est bien complet. Et ces mises à jour, les mises à jour sont aussi très bien suivies si vous voulez. Donc en général, il y a toujours des mises à jour. Voilà, on va rester, je vais rester un petit peu sur ce cap. Il ne s'agit pas de ça déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est déjà ça. Ouais. Bon, c'est à quelques... à 7, dans 15 km, à peu près, disons, 13 ou 12 km et quelques. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc on va commencer à descendre. Voilà, notre structure apparaît très bien ici. À partir de là, donc on va commencer à descendre. Je vais voir un petit peu. Je suis à 9600. Bon, ici on doit rester quand même au-dessus de 7500. Donc ça veut dire que on est largement en haut. Bien sûr, notre structure, si vous voulez savoir un petit peu où est passé, voilà, ça va se trouver sur notre gauche. Donc la radio ici se trouve à notre gauche. C'est bien normal que la ligne va se dégager à gauche, c'est normal. Donc si je veux retrouver la ligne,
C'est-à-dire que je dois être sur cette radiale ici. Là, je dois tourner sur ma gauche. Comme ça, la ligne va rejoindre le centre ici. Vous voyez comment ça marche. Donc, on commence à descendre déjà. Je commence à descendre. Donc là, c'est la structure, je l'ai laissée à ma droite, comme vous pouvez le voir. Je descends 8700. Moi, je vais descendre à 8000. Minimum 8000. Voilà, vous voyez une rivière ici. Donc je vais carrément faire disparaître. Voilà. Notre structure, elle est là. Elle est là tout droit. Et comme vous pouvez voir, il s'agit d'un... Bon, je sais pas, est-ce qu'il y a une petite piste ici? Le Chi Airport. Donc le Chi Airport, c'est pas un aéroport goudronné comme ça. C'est certainement une piste. Bon, on va essayer de faire une descente, pourquoi pas. Un atterrissage sur cette petite piste. Bon, la structure, elle est là. C'est pratiquement un grand creux. Donc on va descendre un petit peu pour voir mieux. On est déjà 7500. Bon, je pensais... oui, ça doit être 5500 ici. Ça doit être 5500 puisqu'on est déjà 7500, à peu près à 2000 pieds au-dessus du sol. Voilà un petit peu la structure. Elle est assez bizarre. Bon. Regardez. On peut la voir de différentes manières, bien sûr, mais moi je préfère voir comme ça, c'est mieux. Voilà cette structure, cette grande crevasse que vous pouvez voir bien sûr sur le générique de Flight Simulator 2020. Bon, on essaiera de faire parce que là c'est pas vraiment, voilà, pour mieux rendre l'appareil petit, comme ça on peut voir mieux. Voilà cette crevasse. On va faire un petit tour avant de vous parler de détails un petit peu de cette grande structure. Remarquez que c'est... Voilà, il y a une... il y a une station ici, enfin, un musée, toute une administration, si on peut dire, que l'on a installé juste là. Donc c'est un musée. Voilà, je vais essayer de faire remarquer que ici, c'est très haut.
par rapport à la surface moyenne. Et là, la structure a une dimension franchement de 1200 mètres. Donc ça c'est 1200 mètres dans le diamètre. Le plus grand diamètre de cette structure, c'est 1200 mètres. Elle est profonde de 170 mètres. La profondeur de cette structure, par la mesure au centre, c'est le point le plus profond, c'est 170 mètres. 170 mètres. Et la structure de bordure ici, ce qui est la bordure ici, tout le long de cette structure, la bordure, elle peut déborder sur la surface moyenne de 45 mètres. Donc là, c'est pas, bien sûr, ici, entre ça et ça, c'est 45 mètres parfois. Autrement dit, ça fait une petite montagne ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une petite montagne qui fait la couronne, comme ça, tout autour de cette structure. Donc là, c'est les caractéristiques, si vous voulez, de mesure. Bon, d'après les études, cette structure a été faite par le point d'impact, par l'impact causé par un météorite qui aurait percuté la Terre le météorite, d'après les calculs, il fait au moins 50 mètres de diamètre. 50 mètres de diamètre. Et il a percuté la Terre à une vitesse de 20 km par seconde. Bon, après ces 20 km ont été rectifiés, ils ont dit que c'est 12,5 km par seconde, au moins. Donc, le météorite qui aurait percuté la Terre à ce niveau, il arrivait à 12,5 km par seconde. Donc ça, c'est un petit peu d'après les calculs. Puis ça a dégagé un petit peu une énergie équivalente à 10 mégatonnes TNT. Donc c'est l'énergie d'impact de ce point, de cet impact, de cette collision, si vous voulez, entre l'élément, le météorite et la Terre. Ça a fait une énergie équivalente à 10 mégatonnes de TNT. Bon, la structure avait pris quand est-ce que c'est produit? Bon, d'après les analyses géologiques et minéralogiques, etc., et tout le long de ces années, ils ont donné un petit peu 50 000 ans. C'est-à-dire que ça s'est produit il y a 50 000 ans dans le passé. C'est-à-dire pendant le Pléistocène. Et pendant le Pléistocène, c'est-à-dire qu'on a un recul de la forêt, et une désertification qui va sévir carrément, qui va s'installer dans l'Arizona. Et c'est la raison pour laquelle cette structure a été sauvée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie et il n'y a pas beaucoup d'érosion. On estime que la couronne ici avait perdu entre 15 à 20 mètres de sa hauteur. C'est-à-dire depuis le Pléistocène jusqu'à maintenant, la structure avait perdu un petit peu, quelques 15 à 20 mètres sur la couronne ici, sur ce matériel qui s'était posé pendant l'impact. Et comment ce méga météorite qui a percuté la Terre, donc il aurait une dimension de 50 mètres de diamètre, et il a fait quand même un trou comme ça de 1200 mètres, 1 km 200 mètres de diamètre. Donc c'est quand même quelque chose
de très grand, bien sûr, et très violent. Parce que par la suite, il n'y avait pas... Il y a des recherches qui sont faites, qui sont toujours continuellement faites sur le matériel, etc. Bah, à chaque fois, chaque chercheur, il vient avec une idée, il essaie de voir un petit peu si son idée peut donner quelque chose. Bien sûr, au départ, ça n'a pas été, c'était dit un volcan. Après, bon, on a rectifié le tir, si on peut dire. Et ce n'est que monsieur Daniel Baranger. Donc, c'est Daniel Baranger qui a... C'est un mineur, c'est un industriel des mines qui a acheté carrément... Bon, peut-être que le terre lui appartenait ou appartenait à sa famille déjà au départ, mais il avait acheté la concession carrément minière en imaginant qu'il va trouver à l'intérieur, ici, d'après ses calculs à lui, que le météorite qui aurait dû tomber, il est toujours dans les profondeurs ici. Donc il a eu cette idée, il a acheté tous les terrains ici depuis 1928, sous Roosevelt. Et donc il a eu cette concession et après il s'est interdit de leur céder la concession. C'est lui qui a ménagé ici, disons un petit peu le petit musée des météorites. Et c'est à lui que revient le ranch, tout l'espace ici. Et bien sûr, ce n'est pas les États-Unis. C'est ça ce que je veux dire. Ce ne sont pas les États-Unis qui possèdent ce patrimoine, si on peut dire naturel. C'est Baranger, la famille Baranger qui possède ce patrimoine et c'est eux qui maintiennent et entretiennent un petit peu les travaux et tout ça. Et bien sûr, ils gagnent de l'argent parce que c'est une attraction touristique assez bien connue dans les États-Unis. Bah, les gens viennent de tous les coins du monde, enfin des États-Unis au moins, pour voir, certainement du monde aussi, pour voir ces structures. Donc on va se retirer un tout petit peu pour la traverser, si on peut dire, de tous les côtés. Donc Baranger, la famille Baranger avait imaginé que le météorite s'est certainement enseveli à l'intérieur de ce trou. Et donc Daniel Baranger avait gaspillé beaucoup d'argent, bien sûr, en cherchant, en faisant des forages à l'intérieur de ce trou. Il avait gaspillé beaucoup d'argent pour faire des forages à l'intérieur de cette crevasse, en espérant trouver, bien sûr, des météorites. Mais d'après les études et d'après ce qui a été retenu jusqu'à maintenant, le choc était tellement violent et tellement énergétique que tout le matériel s'est vaporisé carrément. C'est-à-dire que la météorite supposée de 50 mètres a été vaporisée avec, bien sûr, le contenu de ce trou et ça a donné certainement une grande bouffée, si on peut dire, de poussière dans l'espace. Et donc, tout a été perdu carrément dans l'espace. Et ça, c'est ce que les autres chercheurs ont pu démontrer par la suite, parce qu'ils vont démontrer qu'il y a bien des impactites, si on peut dire, c'est des minéraux qui peuvent être générés ou formés pendant le point d'impact à très grande pression et certainement grande température. Donc ces impactites y ont trouvé aussi du nickel et du fer sous forme de sphérulite, de petites billes, si on peut dire, vraiment minuscules,
à l'intérieur dans ces poussières, à l'intérieur et autour de ce cratère. Donc on appelle ça météore cratère. Donc le nom c'est météore cratère. Le nom c'est météore cratère. Et si vous voulez faire de la recherche, vous pouvez bien sûr tout simplement taper météore cratère Arizona aux États-Unis et vous allez trouver beaucoup de données bien sûr sur la recherche, enfin sur disons les résultats des recherches et des chercheurs bien sûr depuis 1903. Depuis 1903 bien sûr. Bon. Voilà ici donc un petit peu cette... Oui, à propos, est-ce qu'on a trouvé des météorites? Oui, on a trouvé une météorite, c'est ce qu'ils appellent toujours... comment ça s'appelle déjà? C'est le canyon, ça s'appelle le canyon Diablo météorite. Canyon Diablo météorite. Voilà, donc ici je vais faire un petit tour, dernier tour. Donc je vous rappelle que c'est 1200 mètres de diamètre, le plus grand diamètre, et c'est 170 mètres quand même de profondeur. Donc bon, ce que je vais faire, moi c'est une aventure quoi. Ben, je vais faire un atterrissage quelque part sur une petite piste à côté pour voir combien il se dégage de la surface. Voilà. Donc je vais faire quand même, moi j'estime que je vais pas partir là sur l'aéroport, mais j'estime que je peux par exemple faire un atterrissage sur cette piste ici. On va voir si on peut faire un atterrissage sur cette piste. Bien sûr, c'est pas une chose que je vous conseille, bien sûr, dans la réalité de faire. Mais nous, on fait un jeu. Donc, je vais faire descendre mes volets. Bah, je sais pas. Si ça marche, c'est bien, parce que ça... Voilà. Et là, tout ce que je... Hop. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir exactement. Regardez. La structure, elle se dégage largement de la surface moyenne. Regardez. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que je voulais voir. Regardez ici, c'est la bordure. Là. Toutes ces structures, elles se dégagent largement. D'ailleurs, le matériel n'est pas le même parce que ça, c'est rouge, ça, c'est blanc, plus ou moins. Et ça se dégage largement, bien sûr, du reste. Ça,
tout le long. Bon, le phare, c'est pas facile de bouger. Voilà, ça c'est de l'autre côté. Ce que l'on voit ici, c'est le musée. Bien sûr, ça c'est le musée. Le musée plus l'administration, parce que ça fait une très grande attraction touristique, bien sûr, de voir ça sur des photos. On peut les voir sur des photos, bien sûr. Voici donc cette structure. On peut la voir sur une autre. Il y a toujours des visiteurs, etc. Voilà, c'est aménagé de telle sorte à permettre un petit peu, pour permettre aux visiteurs de voir les choses dans tous les détails et avec même des télescopes quelque part ici ou des jumelles plutôt, c'est pas des télescopes, c'est des jumelles plutôt. Voilà, voilà exactement, ça c'est le niveau plus bas avec des jumelles. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur, bien sûr. Ça, c'est la meilleure photo, enfin, que je vois, moi. Avec, bien sûr, ces sortes d'escaliers ici ou de terrasses que l'on a installées pour les visiteurs. Et la structure qui a été gonflée plus ou moins est rejetée vers le haut. Elle est rejetée quand même vers le haut, puisque on estime que c'est 40 mètres, bien sûr. On peut retrouver tout ça, bien sûr, sur la météorite. Voilà, la météorite que l'on a appelée Canyon Diablo météorite. Donc, Canyon Diablo météorite est exactement ça. Donc, elle est dans le musée, bien sûr. C'est ça la seule, je pense. Enfin, il y a des fragments, des petits fragments vraiment minuscules qu'ils ont retrouvés, mais pas vraiment assez de matériel. Bon, ça a été bien sûr défini ou plutôt euh, expertisé comme étant le Canyon Diablo météorite. Donc c'est vraiment la seule météorite que l'on connaît effectivement qui a une valeur faisant partie de cette, bien sûr, de cette structure. Voilà, donc là, vous voyez comme bien ça se dégage. Ça, c'est ça ce que je voulais dire par... Bon, on peut s'aventurer, aller plus loin. Voilà, c'est maintenant une 4x4. Notre Cessna est devenu un véhicule tout-terrain. Voilà, ça donne une image très assez satisfaisante en 3D de la structure autour, bien sûr, de ces structures. Et là, bien sûr, c'est le côté, bon, je vais m'arrêter ici, c'est le côté où il y a le musée, bien sûr. Donc ça, c'est le côté musée. Si l'on voit un petit peu ça sur sur la carte, sur notre carte, on peut voir ça sur notre carte. Regardez. Bon.
déjà, c'est plein de nos tours, les tours qu'on a fait sur la carte, donc je vais les supprimer. Et on va faire les mesures. Bon, on a dit que, voilà, nous sommes de ce côté-là. Votre avion, enfin notre avion, il est là. Ok? Notre avion, il est là. Et on est en train de voir le musée. Ok? C'est pour ça que j'ai dit c'est très intéressant ce petit programme. Il vous positionne toujours sur la carte. Il vous donne accès aux mesures. Regardez, je vais mesurer. Ça fait 4012 feet. Ok? 4012 divisé par 3, ça fait bien 1200 mètres. Donc 4012 pieds. 4012 pieds divisé par 3, ça vous donne 1200, 1300 à peu près. 1300 et quelques. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. On a dit 1200 mètres comme diamètre. La profondeur. Quand on va voir la profondeur, regardez, on a des courbes de niveau ici. On a des courbes de niveau. Bon, vous pouvez jouer à faire les courbes de niveau ici. Donc on a une centaine. Ça c'est 100. Ça c'est 40. 140 déjà. Regardez. Plus 20. Si je considère ici une courbe, deux courbes, ça fait 10, ça fait 20. Ici, j'ai 100. 20 plus 100 plus 40. Ça fait bien 160. Et jusqu'au centre ici, 10. Ça fait bien 170 mètres de profondeur. Bon, la couronne ici, elle fait au moins, regardez, 10-20 mètres minimum. 10-20 mètres par rapport au plat que l'on a ici. 10, 20, 30, peut-être 40. Voilà, donc ici de ce côté-là, c'est bien 40. Vous voyez? Donc les mesures sont bien correctes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est notre petit aéroport, il est là. Notre appareil, il est là. Bon, je vais faire la chose suivante. Je vais un petit peu vers la gauche, vers la droite plutôt. Puis je vais trouver la route. Et puis je vais remonter jusqu'ici. Ah, on va le faire. Pourquoi pas? C'est un jeu. Donc vers la droite, il y a une route. Ah, j'espère ne pas avoir une crevasse ou des crevasses qui peuvent me renverser carrément. Parce que là, c'est des crevasses ici. Oh non. Regardez. Bon, vers la droite, il y a une route. Bon. J'espère trouver la route ici. Puis on va suivre la route jusqu'au musée. S'il n'y a pas de crevasse. On fait n'importe quoi avec notre appareil. Bon, normalement la route doit être ici. Voilà. Normalement la route doit être quelque part ici. Voilà. Voilà la route. Et on va la suivre jusqu'au musée. Bon, j'espère que je ne vais pas. Voilà. Oh non.
Ne faites jamais ce que je suis en train de faire. Parce que c'est... Voilà, voilà. Bon. Ah non, ah non. Ça, c'est sûr qu'on va être renversé. Oh. Regardez, on a fait. C'est la pente. On est revenu en arrière. Donc là, je dois faire vraiment un effort pour monter. Ça ne tient pas. J'avais une pente ici très très raide. Bah, c'est normal. Regardez. Et pourtant, les voitures montent. Et un avion ne peut pas monter. Regardez, je vais faire un dernier essai. Si ça marche pas, ça fait rien. Parce que là, c'est sûrement un parking. On voit une voiture. Et on va monter pour faire le parking. Ne faites jamais ça. Voilà, c'est arrivé. Et voilà. Ah, ah, ça c'est... Vous devez le faire. Faites ça. Ah non. Il y a un avion qui s'est transformé en 4x4. Et le voici. Notre Cessna est arrivé sur le météore. Bien sûr, nous sommes du côté, regardez, nous sommes bien dans le parking du musée. Voilà, nous sommes bien dans le parking du musée. Et là, regardez, ça c'est la pente. L'appareil revient en arrière parce que n'avait pas assez de poussée pour monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pente vraiment très raide, quoi. Et voilà, nous sommes dans le parking de cette structure qui est le Meteor Crater. Meteor Crater. Donc je vous laisse Little Nav Map dans enfin sous la vidéo. Et ça peut vous aider énormément, bien sûr. Oui, on va faire autre chose. Oui, avant de vous quitter, bien sûr, on va faire autre chose. C'est que... faire ça, bien sûr. Voilà. Voilà, vous êtes vraiment dedans maintenant. Nous sommes en face de Meteor Crater. Voici le muséum. Je vais monter davantage. Voici le muséum. Et le Meteor Crater, il est là. Et on voit très bien que, effectivement, c'est très, très élevé par rapport au niveau moyen. Et on a dit que c'est grâce à, c'est-à-dire à cette, malgré que l'on voit très bien ici, regardez l'érosion quand même,
des chenaux d'érosion, bien sûr, le ravinement par ces ravins ici, par les eaux de pluie. Mais heureusement qu'il n'y a pas de pluie, beaucoup de pluie dans l'Arizona, ou au moins à ce niveau. C'est pour ça que la structure a été plus ou moins sauvegardée jusqu'à maintenant. Donc là, c'est sûr que si c'était dans d'autres environnements très pluvieux, très humides, ça n'aurait pas dû tenir vraiment beaucoup. Ça va disparaître et devenir un creux, une crevasse, comme toutes les crevasses de la Terre. Voilà. Donc ça, c'est voilà notre avion. Et voici le creux et le musée, qui est toujours maintenu par la famille Daniel, la famille Baranger. C'est un ranch Baranger, c'est à eux que ça revient, tout ce qui bouge ici, c'est à eux, quoi. Vous voyez, les États-Unis, c'est pas toujours comme tous les pays du monde. Donc les États-Unis n'ont pas pu retenir un petit peu la concession de cette famille. Donc ils ont toujours la concession et ils développent leur industrie autrement. Voilà. Euh, voilà, je vous remercie. Bonne journée.